y a deux choses qui sont sûres dans la vie. Valentino Rossi a beaucoup plus de chances de gagner en GT3 aux 24 heures du Mans que au général, et Sofia Flörsch a beaucoup plus de chances de gagner des courses en endurance qu'en monoplace. Ah C'est oui. les deux seules choses dont je suis sûr aujourd'hui. Mais on a quand même eu 9h16 en tout de neutralisation entre guillemets entre full course yellow et safety car. 17 safety car et 22 full course yellow. Une édition du centenaire donc perturbée par la pluie, on l'a dit, notamment la nuit. C'était la bonne chose à faire. Et moi je reste dans ce que j'ai dit la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'est très bien qu'on n'ait pas mis de drapeau rouge. Non, mais les petits crashs un peu éclatés dans des épreuves de slalom sur des parkings en Pologne, moi je suis vraiment client de ça. Mais bien sûr, mais Voilà. il y en a on est beaucoup. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte et rédacteur en chef d'Endurance Mag, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, salut à toutes et salut à tous. C'est déjà le 22e numéro de notre podcast et nous allons revenir sur la 77e édition des 24 heures de Spa, autrement dit l'édition du centenaire. Et comme pour les autres courses d'endurance en ce début de saison, elle a été plutôt bien arrosée, Geoffroy. Bien arrosé, bien dynamique aussi en termes de full course yellow, de voitures de sécurité, d'incidents en piste. En fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas une course cette année qui va se passer de manière fluide, tu sais, vraiment Non, tranquille. c'est vrai. Et là, c'était vraiment particulièrement dit. Alors la météo, effectivement, tu l'as dit. Après, à Spa, on est un peu habitué. L'effet de course aussi, parce que quand tu as plus de 60 voitures qui sont toutes de la même catégorie, avec des gars qui ont le même matériel, forcément, ça fait des frictions. Et j'ai vu j'ai maté pas mal de replays, de vidéos d'amateurs, de vidéos qui sont prises depuis les zones publiques, spectateurs. Ouais. C'est incroyable, vraiment. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois le 24 heures de Spa. Et c'est vrai que c'est incroyable, c'est toujours au contact, enfin c'est fou. Ouais, c'est une on va édition en parler. classique, quoi. Une édition classique. Ouais, voilà. Une belle petite édition des 24 heures de Spa. Alors comme vous le savez, hein, évidemment dans l'Endurance Club, on va vous donner des chiffres, des infos insolites, des statistiques. On va tout simplement vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tous tant vibrer. Et on a vibré pendant 24 heures. Incroyable, une course de 24 heures qui a duré 24 heures cette année. C'était donc, je disais, le centenaire de l'épreuve. Jackie X, c'était le starter officiel. Ça avait vraiment du cachet là aussi. Et puis sur une piste de Spa qui était resurfacée récemment, on pouvait être un peu méfiant peut-être sur le niveau de grippe avec la pluie. Moi j'espérais qu'il n'y ait pas de pluie. Ouais, Bon, il y en vrai. a eu. Ça a été un peu compliqué. Alors on va revenir sur le chiffre déjà des engagés. Il y en avait 67 des engagés et 66 voitures au départ avec le forfait de la Lamborghini des Iron Dames. Ça c'était le coup dur, j'allais dire, avant le départ, de ne pas voir les Iron Dames après le contact qu'il y a eu, et on en a parlé la semaine dernière à Watkins Glen, entre le rail et la Lamborghini de Sarah Bovy. Heureusement, la Belge va bien, mais il fallait qu'elle se repose. Ça c'était le premier coup dur peut-être pour certains fans qui allaient justement à la rencontre des Iron Dames. Ouais, après, ce qui est bien, non, ça compense pas, mais en tout cas, elles ont été aussi assez présentes. Je sais que Sarah Bovy, je l'ai entendu à plusieurs reprises sur le flux officiel avec aux commentaires avec Thomas Bastin notamment. Donc voilà, évidemment, l'enfant du pays, elle connaît ça par cœur, le circuit de Spa-Francorchamps, donc elle était là pour répondre aux sollicitations. Michel Gatting aussi, qui était, on l'a vu pas mal de fois avec des plans dans les stands où elle était aux côtés de Jules Goulon, donc bon, ça remplace pas un engagement, et surtout qu'elles avaient beaucoup à faire. Elles ont déjà gagné ici en Bronze Cup, ça s'appelait pas comme ça à l'époque. Si. C'était en Gold Cup, non? Gold? Ouais, Gold, je sais plus. Je Non. crois. Ouais, bref, elles ont déjà gagné. Oh là là, ça y est. Elles ont déjà gagné ici à Spa-Francorchamps. Et là, elles avaient quand même je pense qu'il y avait un petit bonus aussi, une petite volonté de briller après les 24 heures du Mans où ça a été compliqué. Donc c'est dommage qu'elles aient pas été au départ, effectivement. Lamborghini, pour le coup, puisque là, tu me fais tout de suite une transition, puisqu'on parle Bien de sûr. Lamborghini, qui est la marque Évidemment. avec laquelle elle roule. Lamborghini a été très en vue, et comme d'hab, tu sais, souvent j'ai envie d'y croire à Lamborghini. Je dis Moi ça aussi. parce qu'il y a eu la pole position avec Franck Pereira. Il y a eu Quel aussi beau le meilleur tour, tour en d'ailleurs. course. Ouais, il y a eu aussi Attends, le meilleur mais tour en course. c'est quand même génial. C'est le Ouais, c'est vrai, Grasser pardon. Racing Team. Je balaye ça comme si c'était. Oui, t'as raison. Ouais. Faut peut-être, Non mais ouais. c'est ça, la 163, donc déjà Lamborghini en pole, ça c'est quand même déjà quelque chose, mais surtout Oui. parle-nous du chrono, le chrono qui est un record en fait en qualification. Ben, alors tu vois, je suis en train justement de chercher dans mes petites notes, donc j'ai pas Ah, retrouvé précisément. ah bah Parce qu'en mince. fait, si, non, mais attends, je vais arriver. Moi je te dis le chrono, je l'ai. Vas-y. 2:13 718, 2 minutes 13 718, c'est plus rapide que la pole, je crois que c'était en 2009, il me semble, 2008. 8. Une GT1 à l'époque. Voilà, c'est ça, en fait, c'était une Saline S7 avec Pedro Lamy qui avait fait le temps. Une voiture qui était pas partie.
puisqu'il y avait eu un crash au warm-up, donc c'était le meilleur temps des qualifs, mais qui n'avait pas pris le départ. Oh là là. Et c'est une édition qui était remportée par Maserati. Et en fait, c'est ça, c'est ce qui est marrant, c'est que les GT3. Bon, alors ça y est, je vais mettre tout de suite, je vais m'énerver. En fait, les GT3, quand est-ce qu'on va arrêter de les appeler GT3? Ah Parce oui. que Ah finalement. bah. Ah oui, non, mais c'est vrai. Attends, je pose mon petit livre et tu vois, et je me concentre. En fait, on a les GT1, on a les GT. Alors, les GT2, du coup, c'est des voitures avec moins d'aéro, qui sont plus rapides en ligne droite, mais qui ont moins d'appui dans les virages, donc bon. C'est pour les Qui sont gentlemen un peu. en train, ouais, fortuné, en train d'être Ouais. lancés en fait les GT2. Ouais, 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 bien ok. sûr, ça c'est apparu il y a quelques années. Et d'ailleurs, il y avait des courses là en marge avec. Il y a plusieurs constructeurs qui ont développé des voitures pour le GT2. Il y a Audi notamment, Mercedes. Enfin voilà, il y a plusieurs voitures assez efficaces. C'est des voitures très euh, plaisir, on va dire, pour les gentlemen, parce que grosse vitesse de pointe. Par contre, vu qu'il y a moins d'appui dans les virages, ça demande un peu plus de modestie. En tout cas, c'est mieux adapté, on va dire, à un gentleman. Et surtout, ça fait plaisir parce que t'as de la puissance et t'as de la grosse vitesse de pointe. Les GT1, C'est ouais, intéressant ce que tu dis parce que ce qui veut dire quand même que dans l'échelle de l'endurance en GT, en tout cas, il n'y a aucune logique par rapport à ce qu'on non, connaît. Tu vois, par exemple, en Formule 1, Formule 2, Formule 3, Rallye 1, Rallye 2, Rallye 3, on a quand même la FIA qui a voulu généraliser ça et faire comprendre mieux à tout le monde ce qui se passait. Nous, j'allais dire, en GT, on comprend rien. C'est vrai qu'il y a le GT3, le GT2 qui est plus puissant mais qui est moins efficace, donc qui est moins rapide, donc qui en fait se nomme GT2 mais est en dessous du GT3. Et puis pareil, on a LMP2, on LMP3 a et le GT1 on n'a aussi, plus t'as oublié. LMP1. Et t'as oublié, on a le GT1. Le C'est GT1, c'est vrai. des voitures qui sont que pour des track day. Donc, en fait, ça n'a plus de sens. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les appellations GT1, GT2 ont progressivement été mises de côté par l'Automobile Club de l'Ouest, qui s'est focus il y a maintenant 15 ans sur Mm. l'appellation GTE, Grand Tourisme Endurance. En fait, avant, il y avait les GT1, les GT2. C'était même les LM GT1 et LM GT2. Ça a Ouais. été mis de côté, on va dire, pour mettre en place le GTE Pro, le GTE AM. Et du coup, à un moment, SRO, il y a quelques années, ils se sont dit, mais attends, c'est marrant, le nom GT2, il est déposé par personne. Le nom GT1 non plus. Il y a pas de propriété intellectuelle sur ces noms-là. Ils se sont dit, on va les prendre. On a déjà le GT3, donc c'est cadeau. Et donc maintenant, il y a une pyramide, une structure des GT Oh, mais qui est à que l'envers. SRO détient, et qui n'a pas de sens. Donc, enfin, c'est mon avis. Donc moi, si je peux me permettre de donner mon petit avis dans notre espace, dans cet Bien endurance club qui est sûr, le tu nôtre, peux. On fait partie du club. et bah rebaptisons, enfin les LMGT3 ont vécu, rebaptisons-les les LMGT1 ou les LMGT, j'en sais rien, mais en tout cas, ça n'a pas de sens d'appeler ça des GT3. Ça restera un accident de l'histoire, quoi. Dans 20 ans, on regardera ça, on se dira, putain, c'est les voitures qui courent au général pour la plus grande course d'endurance GT au monde, ce sont des LMGT3. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a des GT2 et des GT1. Alors oui, mais non, en fait. Oh, putain, simplifions, quoi. Ouais, c'est vrai, mais Simplifions. c'est pas facile une fois qu'on est dans un Ah bah système oui. de tout changer. C'est vrai qu'en rallye, par exemple, c'était les R5. Je parle pas des Ouais. Renault, évidemment, Ouais, ouais. mais Ouais, maintenant ouais. on a des rallye 2. Bah oui, bah c'est logique. On avait les rallye 1, les rallye 2, mais sauf que ça a été compliqué parce que les rallye 2 sont des R5. Ah bon, d'accord, mais comment ça marche? Donc là, ça va être pareil. C'est-à-dire que si on fait les GTA, par exemple, bon, bah les GTA, c'était des GT3, mais finalement on est sur la pyramide la Oh plus là haute. là. Enfin, on s'en sort plus quoi. Mais ok, Bon, d'accord, c'est en tout intéressant. cas, tout ça, je dis ça parce que maintenant que le rapprochement technique et légal, structure entre SRO et l'ACO a été fait, ils n'ont pas fusionné, hein. C'est juste qu'au niveau règlement, ils appliquent quelque chose qui est assez proche. Donc, maintenant que ce rapprochement est fait et que j'ai l'impression que la hache de guerre est enterrée, il y a plus il y a plus de bataille d'ego entre les épreuves. Enfin, je pense qu'il y a une vraie volonté de C'est bien collaborer et de d'ailleurs. travailler ensemble entre les structures et c'est très bien. Donc maintenant, bah, peut-être se dire, tiens, allez, est-ce qu'on moderniserait pas aussi le nommage des catégories? Ah, ça serait Ce serait, pas ça mal quand serait même. peut-être plus simple. Et du coup, au 24 heures du Mans, comme tu dis, on aurait les hypercars d'un côté, Mais non, les mais GT de alors moi l'autre. j'allais te dire, bah oui, mais c'est moi ce que je te dis, c'est que je suis content d'avoir les hypercars, mais pourquoi on n'a pas finalement toujours cette logique? Pourquoi on a LMP2, LMP3 et pas LMP1? Enfin, tu vois, pourquoi on a enlevé? Donc on pourrait avoir hypercar 1, hypercar 2, hypercar 3. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. J'imagine un truc, mais qu'on puisse essayer de comprendre aussi, parce que c'est pareil finalement, c'est pas si intuitif que ça pour des gens qui connaîtraient pas. C'est compliqué. Bon, en tout cas, bref, plus rapide, Bon, le tour de la pole, oui, plus rapide que une Saline S7 GT1, pas mal. ouais, bah, enfin, quand tu sais que cette voiture-là faisait la pole devant des Maserati MC12. Alors bon, c'était des grosses GT1. On commençait à être sur des voitures un peu plus lourdes quand même, hein. On était Ouais. sur quasiment la fin du GT1. C'est pas les voitures les plus fines de la Terre, hein. Non, Mais mais surtout on est quasiment sur des protos. Moi, quand je me souviens ah des oui, oui. formes aérodynamiques, c'était génial ces voitures.
Moi, j'ai beaucoup bossé sur les Maserati MC12 pour des clients notamment, Oh là là. à écrire là-dessus, à faire des recherches. Enfin, ouais, on est vraiment sur la Maserati MC12 par exemple, pour parler d'elle, on est vraiment sur une voiture qui, comme d'autres à leur époque, sont des voitures un peu, tu sais, milestone quoi, qui Ah marquent bah un moment, je complètement. trouve. 3 victoires aux Euh, 24 heures de Spa, hein, d'ailleurs, hein, 2005, 6 et 8, justement, cette édition 2008, avec ouais. Bertolini, Bartels, Van de Poel et Stéphane Sarrazin. Et tu vois, c'est une voiture qui, comme la Ford GT plus récente, là, celle de 2016 à 2020, je trouve a marqué son époque aussi un peu parce que c'est un vrai prototype déguisé. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, je me répète. La Maserati MC12, pareil, voiture qui a jamais fait le Mans, mais que tout fan d'endurance connaît forcément. Enfin, voilà. Avant, il y avait aussi beaucoup plus lointain, mais je pense au BMW M3 C'est vrai. GTR, tu sais, là, les années 2000, 2001, 2002 en ALMS, voitures qui n'ont jamais fait le Mans non plus, mais juste incroyable. Une BM qui n'a plus grand chose d'une M3, qui est un proto. Enfin, voilà, c'est des voitures qui sont marquantes. Et donc là, aller plus vite avec une Lamborghini qui est pas en fin de développement, mais en tout cas, il va y avoir une héritière à cette Huracan GT3 Evo 2, donc il va bientôt y avoir une remplaçante. Moi, j'y Ouais. ai cru à Lamborghini, comme je te disais, j'y crois souvent. Quand il y a des courses de GT World, à l'époque, enfin, il y a toujours, mais quand c'était chez Émile Frey, et que tu vois un Bortolotti, tu sens qu'il s'est craché dans les mains, tu sens qu'il est chaud, il va y aller, il remonte, il fait le premier relais, et puis après, il y a toujours une merde. Chez C'est vrai que c'est Lamborghini, il y au a toujours des niveau, galères. ouais, au niveau de l'exécution parfois, et puis au niveau de la fiabilité aussi. Là, je dois dire quand Ouais, même que cette Lamborghini, elle termine, hein. Elle est pas si dans le loin que tour. ça. Elle est dans le tour, voilà, elle est cinquième. Bon, c'est sûr qu'on pouvait s'attendre à mieux, mais en tout cas, cinquième place pour Pereira, Pepper et Mapelli, avec, tu l'as dit, le meilleur temps, pole position, et le meilleur tour en Tour en course. Donc, course. elle prouve qu'elle est quand même rapide, hein, cette Lambo. C'est sûr qu'on aurait bien aimé. Il y avait 9 constructeurs engagés d'ailleurs, hein, on le rappelle. Avec 6 Lamborghini, 6 McLaren, 7 Aston Martin Vantage nouvelle génération, une Ford Mustang évidemment, 6 BMW, 7 Ferrari, 8 Audi, 12 Porsche et 14 Mercedes. Alors là tu te dis, Waouh. forcément c'est un constructeur allemand qui va gagner. Et non. Ouais, c'est marrant, Eh non, ben mais non. c'est ça que je me suis dit aussi, c'est que pour le centenaire des 24 heures de Spa-Francorchamps, il y a un peu une forme de logique où tu te dis, bah, un peu comme j'ai dit pour les 24 heures du Mans, tu vois, où pour moi c'était Porsche qui allait gagner, et je sentais que le sens de Ouais. l'histoire était comme ça, tu vois. Et là, évidemment, ça paraissait probable que ce soit BMW qui s'impose, par exemple, puisque BM a déjà 25 succès. 40 voitures allemandes. 40 Ouais, voitures allemandes sur la grille sur 66 quand même. bah, de toute façon, les 24 heures de Spa, c'est l'autre épreuve réservée aux Allemands après les 24 heures du Nürburgring. Donc, euh, moi, je misais sur BMW, il y a quand même eu de belles choses. Je pense à la voiture avec Dan Harper, notamment, avec l'équipage un peu plus jeune, on va dire, enfin, avec Farfus Harper et Et S. S, ouais, c'est ça. Euh, c'est toujours. Dans le clan BM, ils sont toujours rugueux. C'est toujours. La voiture s'y prête aussi, hein. Mais Ouais. vraiment solide. Et j'ai aussi cru pas mal à cet équipage-là. Ah mais attends, Euh, ils ont fait quasi une course parfaite, hein. ouais. Alors en fait chez Rover Racing, déjà faut le dire, l'année dernière ils ont gagné. Donc on s'attendait à ce que Ouais. BM fasse un peu la passe de deux entre guillemets. Malheureusement j'allais dire pour eux, la voiture la plus rapide, la 98, a été éliminée assez rapidement. Donc problème de refroidissement je crois. Et par contre, la 998, donc comme tu l'as dit, avec Farfus, Harper et S, Ouais. était bien placée. Elle était sur le podium. Alors c'était peut-être pas la victoire, mais c'était quand même encore une fois bien placé. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? On va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Eh ben, ils ont eu une malchance, j'allais dire, un manque de réussite avec une crevaison à 64 minutes de la fin. Tu te dis, bon, bah, 1h04 de la fin, c'est pas très grave, quoi. Sauf que le maximum de temps de relais, c'est 63 minutes. Donc, à 1 minute près, ils allaient dépasser la limite et être pénalisés. Donc, ils ont dû faire un arrêt au stand supplémentaire et ça les a fait retomber en 6e place. Mais cette minute-là, elle peut avoir une incidence et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Bah, on peut peut-être y revenir tout de suite, ou comme tu veux, mais Vas-y, vas-y. il y a un petit élément, puisque on l'a dit, il n'y a aucune course de 24 heures qui se passe de manière totalement parfaite cette année. Là, le départ, alors c'est un truc que j'ai appris dans un échange avec d'autres médias. Ouais. Euh, En fait, aux 24 heures du Mans, le départ est donné à 16 heures. Avant, c'était 15 heures, 16 heures, enfin peu importe, vous voyez l'idée. Alors 16 qu'il heures, vous avez la musique qui monte là, Bruno Vandesti qui commence à s'égosiller un petit peu, les voitures se rapprochent, il y a la safety car, on elle y est là. s'écarte, elle s'écarte. Que les voitures passent sur la ligne de chronométrage à 16 heures ou à 16h10 ou à 15h50, peu importe, la course est lancée à 16 heures.
Ok. Ce Voilà. qui veut dire qu'attends, ça veut dire que potentiellement c'est drapeau vert, mais de toute façon il y a encore le safety car qui est devant, il Oui, a en éteint fait, ses lumières. on- on a la procédure, tu sais, on a tout le cérémonial avant avec les voitures au ralenti dans les chicanes Ford, etc. Mais en tout cas, tu as toujours ce plan avec le chrono, la montre Rolex, avec le 16 heures, et c'est à partir de là que l'épreuve devient officielle. Et Ok. de toute façon, le drapeau Adamis sera abaissé le lendemain à partir de 16 heures. À partir de 16 heures, quand le leader passera, et ben, ça sera la Oui. fin de la course. Au 24 heures de Spa-Francorchamps, j'ai appris ça ce week-end, la règle n'est pas la même. Donc là, le départ était à 16h30, mais le départ effectif de l'épreuve est donné au moment où la première voiture, en l'occurrence la Lamborghini de Franck Pereira, passe la ligne de chronométrage. Et il se trouve qu'elle a passé cette ligne de chronométrage à 16h31 minutes et 1 seconde. Ils se sont décalés d'une minute. Alors, Ah, comment ça s'est passé, je sais pas. Je sais qu'au 24 heures du Mans, c'est un truc, mais incroyable. Il y a ce qu'on appelle alors j'ai pas le nom, mais c'est un schéma minute par minute minute, par minute. ouais, un Ouais, déroulé, où vous avez même, sur la fin, on est quasiment au seconde par seconde. tout à C'est-à-dire fait. que la voiture de sécurité passe au niveau à Mulsanne à 15h58, 36 secondes. Enfin, c'est vraiment timé. Et en Ah mais voiture, complètement. Et attends, la et à ligne tel point d'IndyCar, qu'il c'est y a un vraiment. delta. Ouais, Il y a ouais, un ouais, bien delta à sûr. respecter, c'est-à-dire que si tu passes à 15h58 et 12 secondes à tel endroit, il faut que tu roules à 73 Voilà. km/h pour arriver à... Ah, Voilà. c'est génial. On est sur un truc qui est. Quand il y a la leading car, une personne qui est invitée pour mener cette épreuve et emmenée au départ des 24 heures du Mans, je peux vous dire qu'il n'y a aucune liberté. On est vraiment sur un. Si elle était sur des rails et qu'on avait exactement la vitesse connue à l'avance, ça serait mieux. On est vraiment sur un truc très timé. Là, aux 24 heures de Spa, ils se sont gourés d'une minute. Je sais pas pourquoi, je vous avoue, j'ai pas suivi ce truc-là. Mais du coup, vu que l'épreuve est effective à partir de cet horaire-là, et non pas à partir de 16h30, ça veut dire que l'arrivée était prévue à 16h31 minutes aussi le lendemain. Eh oui. Minimum, en tout cas pas avant, pas à 16h30. Et du coup, ça a sans doute joué aussi un petit peu dans ce, comme tu dis, dans ce dernier relais. Les équipes, en tout cas moi ce que je sais, c'est que chez WRT par exemple, j'ai eu les infos, ils ont très tôt, ils ont vu ça dès le début, et donc tout de suite ils ont calé leur stratégie en fonction de ça. Ça paraît Ah, ils pas sont grand forts. chose, mais à la minute ça peut, on l'a vu encore à Watkins Glen la semaine dernière, où la Corvette allait tomber en panne d'essence Bah à un oui. tour. Il suffit que la course se termine juste à la bonne seconde, et elle allait gagner, donc cette minute, elle peut vraiment faire une différence. Et donc, dès le début, chez WRT, en même temps, on n'en doute pas, hein, ils sont plutôt observateurs et ils connaissent les lieux. Oui, Thierry Bah, dès le Tassin connaît début, par ouais. cœur le règlement, ça je peux le dire, hein. Ouais. Mais je crois d'ailleurs que c'est lui qui a intervenu à l'antenne, Ah, où il expliquait que il connaît le règlement des 24 heures de Spa-Francorchamps et du GT World Challenge par cœur. mais Et de que du tout. coup. Non, Il est ouais, mais alors du incroyable. coup, j'ai cru comprendre que chez WRT, il y avait des gens qui se répartissent le truc, et en gros, il y en a qui ne veulent pas apprendre ce qui se passe en WEC. Parce que si tu commences à connaître les règles des deux, tu vas un moment, Oui, tu vas te planter. Est-ce qu'on a le droit de rentrer sous. Oui, bah oui. justement, je fais partie de ceux-là où en fait, tu sais que je suis pas encore tout à fait au clair sur le moment où tu peux rentrer sous full coursier, Et sous voilà, safety car, sous zone slow. Enfin, c'est les temps de super difficile. pilotage. Les temps de pilotage mini, enfin voilà, il y a plein de trucs à. Donc bref, en tout cas, ce petit aparté, mais sur le départ qui a été effectif à 16h31, bon, c'est marrant quoi. Ça prouve qu'il y a toujours de l'humain dans le truc, hein, on peut pas lancer la Oui, course précisément au moment où on veut quoi. bon, et puis il y a aussi autre chose, c'est que bon, elle a bien duré 24 heures, il n'y a pas eu de drapeau rouge, je veux dire, par rapport au Oui, Nürburgring ou par rapport aux 6 heures de Spa, mais on a quand même eu 9h16 en tout de neutralisation, ouais. entre guillemets, entre full course yellow et safety car, 17 safety car et 22 full course yellow, une édition du centenaire donc, perturbée par la pluie, on l'a dit, notamment la nuit, c'était la bonne chose à faire, et moi je reste dans ce que j'ai dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'est très bien qu'on n'ait pas mis de drapeau rouge, parfait, on roule, c'est la course, et d'ailleurs, certains se sont fait piéger, même sous phase de full course yellow. Voilà, ça fait partie du jeu, malheureusement, je dirais. Certaines voitures bah, voilà, ont été un petit peu trop ambitieuses, même sous full course yellow et même Ouais. sous safety car. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux. Je vais pas citer le pseudo parce qu'il faudrait que je le bip et j'ai pas envie de faire du montage. Mais il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux, notamment, enfin, de dire que même sous régime de full course yellow, de drapeau jaune, de double yellow, etc., les pilotes sont mauvais. Enfin, en fait, ils arrivent à se sortir sous. Bah ouais, Mais mais en fait, non, bah justement, oui, enfin, c'est-à-dire que ce qu'il faut. Enfin, tu vois, c'est marrant de c'est la critiquer ça course. quand. Ouais, c'est marrant de donner son avis là-dessus quand on n'a pas le permis et quand on n'a pas forcément roulé sur circuit. Tu vois, évidemment, il y a des erreurs, il y a des erreurs qui sont évitables. On va revenir notamment sur le crash qu'il y a eu dans la descente avant le rouge. Mais par contre, sous safety ou sous full course yellow, il faut comprendre que les voitures, elles sont à basse vitesse. Elles sont pas pensées pour rouler à basse vitesse, hein. Et les pneus sont pas pensés non plus pour rouler à basse vitesse. Donc en fait,
C'est-à-dire que quand tu es dans la fenêtre et quand vraiment la voiture est chaude, les pneus sont chauds, toi aussi t'es chaud entre guillemets comme pilote, Ouais. t'es sur la trajectoire, t'es dans le rythme, tu viens d'enchaîner, t'as réussi à bien monter en température, les freins, les pneus, tout s'enchaîne. Surtout à Spa-Francorchamps, c'est vraiment un circuit de rythme où quand tu lances bien ton tour, tu fais bien l'enchaînement des combes, derrière ça va dérouler, etc. Pouhon, blanchiment, bref, t'es dans ta zone. Si tu sors de ça, ne serait-ce que parce que sur une zone il y a un double yellow ou parce qu'il y a carrément un full course yellow, tu perds un peu tes repères, t'as pas la même vitesse de passage et tu peux perdre du grip, mais à très basse vitesse. C'est vraiment. Faut pas négliger ça. Et même des pilotes très bons partent à la faute comme ça. C'est pas le fait d'être mauvais pilote de partir à basse vitesse. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que quand tu es sous phase de safety car, et ben, en fait, ta concentration, elle disparaît un petit peu, tu t'ennuies un petit peu, donc faut rester très vigilant. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de pilotes qui me disent, mais les phases de safety car, pour moi, c'est quasiment le plus dur, en fait. Oui, Parce oui. que il faut garder les pneus en température, on peut même se faire euh, peut-être même mal au cœur, à force de faire peut-être des Oui. zigzags, des freins, des accélérations. C'est très, très compliqué. Alors qu'en plus, quand on a des phases de safety car qui durent longtemps, de nuit en plus, quand on voit moins ses repères, et quand on est moins à l'aise, et quand les ingénieurs commencent à s'endormir aussi, mine de rien, bon ben c'est très compliqué. Donc non, moi je suis pas de ce parti-là de dire ah ce sont des nuls, ils savent pas rouler. Non, non, au contraire, c'est des phases extrêmement importantes, et c'est dans ce sens-là que je dis que c'est très bien qu'on n'ait pas mis de drapeau rouge et qu'on continue, ça fait partie de la course aussi. Et après, l'autre critique que j'ai vu pas mal sur les réseaux, sur laquelle je me rapproche un peu plus, mais encore je vais nuancer, c'est de dire, notamment sur l'accident qu'il y a eu qui implique Valentino Rossi, on va en discuter un peu parce que j'ai envie de le charger le pauvre. Mais Oh non. Valentino Rossi, il y a eu un crash assez costaud et on voit qu'il y a des voitures derrière, ça lève pas des masses le pied, tu vois. Enfin, en fait, c'est vrai qu'il y a eu cette critique de dire, on a l'impression que les 24 heures de Spa, c'était un open lobby dans Assetto Corsa. Parce que les Ah ouais. mecs, ils lâchent pas grand-chose. Ah oui, alors, c'est vrai, T'as pourquoi c'est beaucoup, vrai? t'as beaucoup de pilotes aussi qui viennent d'univers différents, et t'as tellement de catégorisations de pilotes différentes. Tu vois, quand tu parles de 66 voitures avec 3 ou 4 pilotes, ça en fait des pilotes, hein. Et surtout, t'as 66 voitures qui sont dans la même catégorie. Ah, c'est vrai. Certes, t'as du Ham, du Gold, du Rose, du ce que tu veux, t'as plein de Mm. sous-catégories, mais ils ont le même matériel. Ils sont tous en GT3. En fait, t'as beaucoup plus, je pense en tout cas, t'as beaucoup plus cette pression de rester dans le tour. Et on l'a vu avec C'est vrai. Maxime Martin, le pauvre, qui a essayé de revenir dans le tour, qui n'est pas parvenu, parce qu'il y avait une erreur de Rossi justement. T'as cette pression de rester dans le tour, et t'as cette pression de rester au contact des autres aussi, pour bénéficier de l'aspiration, pour intercaler une voiture, pour en fait le fait qu'il y ait ce comportement parfois agressif de la part de pilotes en GT, enfin, enfin vous débarquez. Si les gens critiquent et disent que c'est un open lobby, vous débarquez. Les courses en GT, ça a toujours été au contact. Ouais, c'est Vous clair. remontez 15, 20 ans, 30 ans en arrière, on va toujours au contact portière contre portière. C'est juste que ça choque un peu plus quand c'est des GT3 qui valent 600 000 euros. Mais en fait, enfin, ça fait partie de la course, quoi. Je veux dire, enfin, pour moi, ça me surprend pas. Effectivement, il y a des phases où, putain, un levé, quoi. Et l'accident notamment qu'il y a dans la descente en allant vers le rouge, où il y a une voiture au milieu de la piste, là, c'est vrai que double yellow, les mecs, Là-dessus, ils lèvent pas, quoi. ouais, moi c'est là où je suis un peu plus circonspect, si je puis dire. Nicolas Berth qui Ah, s'accroche avec une autre voiture et qui se retrouve au milieu de la route ouais, en dans la pleine descente trage. vers le Rédillon. Et derrière, t'as Adrian De Silva. Alors peut-être qu'il a moins d'expérience, j'en sais rien. Il y Ouais. a double drapeau jaune, mais ralentissons Il est en quoi. train de souder, quoi. Mais Non, mais qu'est-ce oui, qu'il non, est en mais. train de faire quoi? Tu vois, enfin, déjà ça passe limite avec les autres qui ont un peu Ouais, ralenti, qui ont peut-être pas beaucoup trop ralenti non plus, mais là on est passé à côté du drame parce que oui, mine de oui. rien, autant Des Silva, lui, il aurait pu se faire mal sur le ralentissement si je puis dire, et puis Nicolas Berth qui en fait se fait pousser et taper côté pilote. Waouh, ça c'était chaud. Non, mais carrément, ça c'était, ça, c'est une image vraiment qui a été marquante. Et c'est rare de voir des accidents ici. Enfin, quand il y a ce truc, c'est marrant, ça va faire un parallèle avec l'épisode qu'on avait fait, tu sais, sur. Je crois que c'est là où on parlait de Pierre Herré. Mais tu sais, avec l'accident qu'il y avait eu à Daytona en 2014 Oui, Nemo avec Guidley Memo Guidley, voilà, c'est ça. et Malucelli. Quand Matteo Malucelli, exact. Putain, on fait du name dropping comme ça, c'est beau. Mais tu vois, quand t'as une voiture qui est à l'arrêt, le différentiel de vitesse, il est déjà, c'est déjà un facteur, le différentiel de vitesse, quand tu as par exemple un choc entre une GT et un proto. Je simplifie, mais l'écart de vitesse fait que l'impact, il y a beaucoup d'énergie. Mais quand t'as une voiture qui est à l'arrêt, carrément, bah là c'est encore pire, ça décuple tout. Et les voitures sont bien faites, heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Mais c'est vrai que waouh, les chocs comme ça, c'est toujours très très impressionnant, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Donc là, on s'en est bien sorti. Bon, il n'y a pas eu trop d'infos au début, mais ça, c'est toujours Oui, compliqué aussi parce que tu vois, on l'a vécu avec Adrien Pavio aux commentaires à Watkins Glen, avec Sarah Bovy. bien On sûr. a eu les replays assez rapidement. Donc on se dit, les Américains, s'ils mettent le replay, c'est qu'ils savent que ça va. Ouais, Mais on n'a ça fait jamais partie de eu la règle. Ouais. d'image une seule fois de Sarah Bovy sur ses pieds et sur ses jambes. Donc, tu vois, on était un peu inquiets aussi. Et là, c'est pareil, on a mis du temps à avoir des infos sur Nicolas Berth, mais c'est normal parce qu'à un moment, bah, on laisse faire les autorités compétentes, j'allais dire, et Mhm, les secouristes. mhm. Et on va pas commencer voilà, demander trop d'infos tout de suite. Donc c'est peut-être que ça a eu du mal à remonter ces infos-là. Je ne sais pas s'il peut y avoir des protocoles pour faire remonter des infos. Il y a le protocole médical, évidemment, mais il y a peut-être une chose à travailler aussi pour mettre en lien les speakers, les commentateurs, pour qu'on puisse assez rapidement finalement rassurer les familles et puis les spectateurs aussi, non? Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est ça, si, si, non, mais j'ai cru comprendre que j'ai lu sur Twitter hein, des gens qui étaient dans la tribune qui donnent directement sur la scène, où il y avait vraiment ce silence Ah oui. glacial en attendant de voir si le pilote sort, et t'as quand même conscience d'être face à quelque chose d'impressionnant, hein. Là où d'autres ont tout de suite relayé les vidéos en disant « Ah bah j'espère qu'ils vont bien !» Ouais, c'est sympa de faire du buzz en relayant des vidéos Ah ouais, c'est ça. d'accidents où on ne sait pas encore quelle est l'issue. Et même, enfin déjà, même quand on sait l'issue, bon, c'est une façon étrange de communiquer sur les réseaux, hein, de relayer les crashs tout le temps. Mais en tout cas, quand tu sais pas l'issue, je trouve que c'est encore pire, tu vois. Ce qui veut dire en fait que toi, tu es du team, et c'est normal aussi, Ah, mais attention. à ne pas remontrer les accidents où finalement ça Si, s'est non, terminé mais en non. tragédie. Ouais, d'un autre côté, Ah non, 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 mais j'ai pas de mal avec ça, avec les accidents. À une époque, tu vois, il y a longtemps, hein, sur Endurance Mag, à un moment, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, je vais ressortir de YouTube hmm. des vidéos d'accidents qu'on a peut-être oubliés, ou de spectateurs qui ont filmé un Ouais. trécyclone qui sort au est de la forêt, tu vois. Et puis à un Oh, moment, il y je en me a suis dit, beaucoup bon, de ces caméras-là. ouais, il y en a pas mal, hein. Non, mais à un moment, je me suis dit, ouais, c'est sympa, mais est-ce que c'est vraiment le genre de choses que j'ai envie de valoriser du sport que j'aime bien? C'est-à-dire que Ouais, c'est les ça. crashs, moi, je suis en off, c'est-à-dire quand on n'enregistre pas, mais quand je suis en train de Hmm. bosser, même ensemble d'ailleurs, hein, je révèle un truc, mais moi, je suis assez friand des vidéos compilations de crash, hein. J'avoue, hein, parce qu'on a tous Oui, ce côté voyeur un peu, et j'ai aucun mal avec ça. Par contre, quand tu couvres une épreuve, ou non, là, tu peux comme on est pas, en ouais. train de le faire, le but, c'est pas non plus d'étaler ça, surtout quand l'accident est en cours et que tu sais pas quelle est l'issue. Oui, ça, je suis d'accord. Chercher des vidéos de l'accident d'Alan Simonsen, si tu veux, c'est pas trop mon délire, hein. Je suis Non, pas trop dans moi, ce truc-là. par contre, je préfère voir des crashs rigolos. Tu vois, Mais ça bien par contre, sûr, j'aime bien. non, mais les petits crashs un peu éclatés dans des épreuves de slalom sur des parkings en Pologne, moi, je suis vraiment client de ça. Mais bien sûr, mais Voilà. il y en a bon, on est beaucoup. Ça fait des milliers de vues, même des millions de vues ces vidéos, donc arrêtez. Par contre, voilà, chercher à. En fait, quand tu es sur une course comme ça, et moi, j'ai fait les 24 heures de Spa 2014, je crois. C'était une des courses qui était vraiment le plus interrompue. C'est-à-dire qu'il y avait un Oh safety, là là, je l'ai et dès commenté. que la course repartait, il y avait encore un crash en haut du raidillon. Et Bon, il bah fallait voilà. réparer le rail. Alors, c'était il y a 10 ans, donc évidemment, les réseaux sociaux n'avaient pas la puissance qu'ils ont aujourd'hui. Mais le but, c'est pas de relayer tout de suite des images de crash, et Non. par contre, de pas parler de la stratégie. Enfin, moi, en tout cas, je prends plus de plaisir personnellement à écrire ou à lire des articles qui expliquent la stratégie de course, ce qui se passe, qui est en tête, pourquoi. Ah, mais moi Et il y a eu aussi. tel événement, il y a eu tel événement, il y a eu un accident. Regardez, c'est spectaculaire. Ok, Mais bon, tu sais que c'est voilà, ce que passons à autre j'aime chose. dans l'endurance en fait. Moi, c'est vraiment ce côté stratégie, ce côté décalage. T'es à un tour, tu fais l'undercut, tu fais l'overcut, etc. C'est la gestion des pneus, le lift and coast. Enfin, Ouais. c'est ce qui est pas facile à voir et c'est bon, après c'est peut-être aussi parce que c'est mon métier justement d'essayer d'expliquer ce qui va se passer. Alors c'est Ah, super mais c'est ton difficile métier. parce qu'on n'est pas des Ah, stratèges. Mais oui, ah ben voilà, je me dévoile aujourd'hui. Oui, mon métier est de commenter à la télé, mesdames et messieurs. non, mais voilà, c'est ça. En fait, c'est aussi une différence. Après, il faut qu'on en revienne aux sportifs, justement, parce que là, tu en es en train de faire une grosse digression. Mais en fait, ça fait partie pour moi vraiment des choses où parler d'une course. Enfin, je suis pas en train d'attaquer non plus. Hmm, Si, c'est un peu une tribune contre les influenceurs, mais en fait, faut faire attention à ce que tu mets en avant et à ce que tu valorises d'une bien sûr. course, surtout quand tu es invité, par exemple, ou même quand tu y bosses en tant que média. Faut réfléchir un peu à ce que les organisateurs vont penser aussi de ce que. Enfin, les organisateurs des 24 heures de Spa-Francorchamps, bon, soyez à l'aise, hein, je connais personne, hein, je suis pas en train de cirer les pompes, je connais personne aux 24 heures de Spa ou chez SRO en particulier, mais je pense qu'ils sont conscients que leur épreuve polarise beaucoup parce qu'il y a souvent des crashs importants, parce qu'il y a la raidillon, et donc c'est évidemment un lieu où Mais on c'est une s'attend à ce crainte, qu'il y hein. ait de l'animation. Mais je pense qu'ils Hmm, attendent aussi qu'on valorise plutôt la beauté de l'épreuve que tout le évidemment. temps les gros crashs, quoi. Enfin, en fait, faut juste se dire qu'est-ce qu'on retient
Si c'est juste une épreuve où il y a des crashs, bon bah autant aller voir une Non, épreuve de Destruction Derby aux États-Unis, tu te fais plus ouais, c'est plaisir. clair. Tu vois, Non, mais je faut... pense pas. Je pense pas que les gens attendent ça quand même. Alors oui, évidemment que ça fait partie du jeu, donc Ah bah il y a ça fait bien un partie. crash ou deux. Mais tu vois, il y a eu 99 500 spectateurs. Je pense pas Ouais, que c'est beau. l'intégralité de ces spectateurs-là. D'ailleurs, c'est en fait le deuxième événement derrière le Grand Prix de Formule 1 de Belgique, hein. C'est quand même à souligner. Donc cet effet centenaire, que ce soit pour Le Mans ou pour Spa, ça a Ouais. forcément bien marché et Surtout en bien aidé. Belgique, il y a un public très connaisseur, hein, très amateur et très connaisseur. Et c'est en plus parce qu'il y a beaucoup d'intérêts belges, que ce soit des pilotes ou des équipes, des Mais sponsors, des d'ailleurs, structures. Et voilà, et je te refais la depuis transition justement sur les 2015, vainqueurs. il est fort, il est fort. Depuis Ouais, 2015, on n'avait pas eu une victoire d'une équipe belge. C'est toi qui me l'as rappelé, dis donc, je me souvenais plus de ouais. ça. Marc VDS, bah oui, carrément. Donc là, on a Come to You qui gagne. Donc, pas de constructeur allemand alors que c'est une épreuve qui est réservée aux Allemands en général. Aston Martin qui gagne. Je sais pas si on l'avait Ouais. précisé, mais Aston Et Martin qui non, on gagne. va le dire, Aston Martin Voilà. qui gagne, deuxième succès après 1948, parce que oui, on a des Voilà. infos et des statistiques ici. C'était une Aston 2 litres sport pilotée par Saint John Horsfall et Leslie Johnson. Voilà, en 48. Eh bien, cette fois-ci, c'est Drudy, Sorensen et Tim qui s'imposent. Donc, victoire Aston Martin et victoire quand même d'une équipe belge donc, Oui, qui gère l'engagement, Come to You. Donc, c'est la première fois, effectivement, depuis 2015 et Marc VDS. Je trouve que c'est pas mal, tu vois, pour l'histoire d'avoir une équipe belge qui s'impose pour le centenaire. Et une victoire Aston Martin aussi. J'aurais été content de voir Lamborghini. En fait, à un moment, tu vois, du coup, je regardais la course en famille et ma fille me dit, t'es pour qui? Et je dis, bah, j'en sais rien, en fait. Enfin, je m'en fous. Je dis, en fait, j'ai envie, j'en sais rien. C'est pas que j'ai pas de favori ou de marque. Mais je dis, en fait, ça fait partie pour moi des courses où, bah, peu importe qui gagne, ça peut être bien. J'aurais été content aussi si la Ferrari l'avait emporté, tu vois, ça aurait été sympa. Mais, ou BM, enfin, peu importe. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait, pour moi en tout cas, de mon point de vue, ça fait partie des courses où le spectacle de la course est plus beau que le. Enfin, peu importe le vainqueur, tu vois. je suis Je d'accord avec pense. toi. Bon, en tout cas, c'est Aston Martin. Mais ça aurait dû être Ferrari. Ça Non mais aurait dû être c'est Ferrari. dingue, hein. Je suis complètement d'accord avec toi et je me disais à un moment donné, ah est-ce que j'ai perdu la passion, est-ce que c'est normal? Moi je me fiche un peu de qui gagne, franchement, enfin même d'ailleurs non, je m'en fiche complètement. Des fois ça fait plaisir parce que tu te dis ah oui bah tel pilote il est sympa ou telle équipe est sympa parce que ils m'ont répondu et qu'ils m'acceptent assez rapidement pour des interviews de choses comme ça, donc tu es plus en lien avec eux. Mais honnêtement ouais c'est la beauté du sport, tu vois, on en revient sur notre digression de tout à l'heure, mais c'est vraiment la stratégie, c'est vraiment le fait d'être rapide en piste, d'être rapide dans les stands. C'est ça qui me plaît en fait. Donc voilà, je suis d'accord avec toi, mais ça fait plaisir que ce soit une équipe belge en tout cas, l'équipe de Ouais. Jean-Michel Berth hein, qui s'impose. Donc bah, tant mieux, hein. Et puis, la force aussi de l'endurance. Je sais pas comment ça marche en Formule 1. J'ai jamais bossé en Formule 1. Mais en tout cas, en endurance, je sais que dans les courses de GT World, pour en avoir fait quelques-unes, quand tu es en salle de presse, si c'est par exemple Ferrari qui gagne, tu vas avoir l'attaché de presse de Lamborghini ou de Porsche ou de je sais pas qui va applaudir quand il y a le résultat final. Tu vois, pour dire bravo en gros à l'équipe contre qui on s'est battu, mais bravo. Enfin, il y a pas ce côté opposition ou lutte, tu vois, qui va jusqu'à on se parle pas, on prend pas les mêmes couloirs, on se regarde pas. Non, au contraire, il y a vraiment ce côté. On a conscience que dans les courses d'endurance, qu'elles fassent 6, 12 ou 24 heures, c'est tellement compliqué déjà de les terminer, en plus de les gagner, qu'il y a ce respect qui s'instaure et qui est. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime tant cette discipline, hein. Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Eh, on est Franchement, d'accord ce matin. ah, c'est beau, c'est beau. Non, non, mais on est d'autant plus en phase, j'allais dire, que ben voilà, on aime bien le circuit de Spa aussi. Enfin, moi, c'est Ah un oui, circuit qui me plaît bien. Donc, on n'a pas fait j'adore. beaucoup de tours, j'allais dire, avec cette météo, hein, 478 simplement. On est loin encore du record hein, de distance. Moi, je crois bien, si mes calculs sont bons, que c'était en 2006 avec une Maserati MC12. On avait fait plus de 4000 km, 4092. Et là, on est sur une petite moyenne avec les full course yellow, les safety cars, 3347 km d'effectués, 478 tours. L'année dernière, on en avait fait 3761 des kilomètres. Donc un petit peu plus de tours, c'était normal, hein, ça avait été un petit peu moins, euh,
marqué par la pluie. 537 tours en tout avaient été effectués l'année dernière. Donc c'était une belle édition quand même, hein, ce centenaire. Bon, marqué par le spectacle Valentino Rossi, parce que tu as dit, Ah il t'a ouais. parlé de l'accident entre la Ferrari numéro 8 de chez Kessel et l'Aston de chez Valkenhorst qui a dû déclarer forfait. Malheureusement, il y avait un pilote français dessus. C'était Maxime Robin. Là, abandon direct à la 20e heure de course, donc à 4 heures de l'arrivée. Mais course galère en gros pour la BM46 parce que en plus de cet accident-là, il y a eu un drive-through pour un contact entre Rossi et la Ferrari de Rigon au début de Mhm. course, un Mhm. stop and go et 10 secondes d'infraction pour un unsafe release dans les dernières heures. Bon, termine 24e d'une course de 24 heures. Bon, le chiffre est sympa, mais ils auraient peut-être attendu mieux, j'imagine, hein. Moi, je maintiens ce que j'avais déjà écrit dans un article l'année dernière, c'est que Valentino Rossi, pilote officiel BMW, pour moi, le truc est usurpé, quoi. Je sais qui est Valentino Rossi, hein, avant que vous me crachiez dessus. Je sais très bien qui c'est, je sais très bien d'où il vient, et j'ai totalement conscience aussi du niveau déjà qu'il affiche pour quelqu'un qui n'est pas spécialisé de la discipline. Évidemment, je suis pas en train de faire le contraire de ce que je disais tout à l'heure, où il faut pas juger les pilotes, machin. J'ai très bien conscience qu'il a déjà un niveau très élevé. Par contre, il a déjà obtenu, au bout d'un an de GT, le statut de pilote officiel BMW. Bon, j'ai compris, hein, c'est pas non plus un pilote qui est versé comme ça d'une autre catégorie, c'est pas un anonyme. Donc je comprends ce que BMW fait avec lui. Ok. Sauf que là, il y a quand même plusieurs erreurs à mettre sur son compte, et notamment le crash, comme tu dis, qui implique une Ferrari et une Aston Martin. Bah, en fait, vous pouvez voir, sur le replay officiel, on voit, mais on voit pas le début de l'action. C'est un peu comme au foot, quoi, faut remonter à la construction. Si tu regardes des vidéos depuis la zone spectateur, bah, en fait, il se trouve complètement au freinage des combes, il Ouais. lâche pas, donc il coupe au niveau des vibreurs 106, il coupe au milieu, là, et il revient, et comme un âne, il revient comme un âne sur la trajectoire, et du coup, il pousse une voiture, et c'est de ça que tout part, il pousse la Ferrari, je crois, et c'est de là que tout part, et que l'action ensuite se déroule. En fait, enfin, ce crash-là, il est 100% pour lui, quoi. C'est lui qui en est à l'origine, clairement. Ah ouais. Ah oui, non, enfin, ou alors j'ai vraiment mal vu et j'étais pas bien réveillé. Mais enfin, pour moi, celui-là, il est à mettre à son compte. Il sort et bah, il fait un rejoin totalement crade, quoi. Alors qu'il y Ouais. a 5 ou 6 voitures en piste à ce moment-là. Et c'est là où tu vois, t'as les caméras embarquées, t'as un certain qui lâche, l'Aston Martin lâche peut-être moins. Il y a le contact qui peut être évitable. Enfin, ça fait un peu, tu sais, à la montée au Grand Prix de Monaco, le contact avec Perez, Ouais, c'est vrai. Hülkenberg. Enfin, tu vois, t'as Magnussen qui est comme un âne, et t'as Hülkenberg à côté qui lâche pas parce qu'il se dit ça va passer. Bah, en fait, non, il se fait harponner. Là, c'est un peu Ouais, mais des pareil, ça aurait fois, pu, ça aurait pu passer, mais ouais, des fois quand tu lâches, tu te fais piéger, des fois quand t'accélères, aussi, ça passe. Bon, voilà, après, c'est le mauvais timing, je dirais. Donc voilà. ça, mais c'est plutôt le fait que effectivement, c'est un pilote officiel BMW. C'est-à-dire que Ouais. je respecte vraiment le fait que les motards viennent en auto et Ah bah, moi, l'inverse aussi, j'adore. mais c'est moins le cas. C'est plus difficile en tout cas. Mais donc pour un motard qui vient en voiture, super. Valentino Rossi, il est très bon. Le Ah bah, problème, c'est c'est génial de qu'on fait de l'avoir, c'est lui génial de l'avoir ici. non, mais on fait de lui un pilote officiel BM. Ça veut dire qu'en face, quand tu es pilote officiel, tu dois faire ta part du travail aussi, d'être irréprochable. Et comme il manque un peu d'expérience, c'est vrai que je sais pas si c'est une progression météorique. En tout cas, elle est rapide cette progression. Et je trouve que tout de suite, on le met avec des pilotes qui. Attends, tu le mets Maxime avec Martin Maxime Martin. et Mais ouais, Marcello et attends. Marcello. Non, mais à Mais un c'est moment, clair. enfin. Donc c'est une voiture pour la gagne, ça. Ah bah Et oui. tu te mets avec un Valentino Rossi dans cette catégorie pro et tu te dis, bon, bah, c'est peut-être un peu limite pour être en catégorie pro. Je sais pas, je sais pas quoi en penser, mais je trouve quand même que la progression est vraiment élevée, hein, pour Parce Rossi. Donc que il arrive des erreurs après parce qu'effectivement il est fatigué, il en a fait aussi pendant la nuit. Enfin, c'est l'apprentissage. Est-ce que ça vaudrait pas mieux de le mettre en catégorie, c'est quoi, en silver ou en pro-am, je sais pas, enfin, en tout cas pour qu'il prenne de l'expérience. après, de mémoire, ce que j'avais noté l'année dernière, c'est que ce que j'avais écrit, c'est que Euh, euh, il a gagné une manche sprint, je crois que c'est Mizano, un truc comme ça. Putain, là, mes connaissances en GT World, wow, c'est quelque chose. Je crois qu'il a Il a gagné gagné un. déjà Road Ouais, to ouais, Le ouais. Mans avec Oui, Jérôme bien sûr, Polican. bien sûr. Mais je crois qu'il a gagné Misano en GT Il a World fait podium, Sprint. non? Je sais pas s'il a gagné Il en a encore. gagné, il en a gagné une, je crois, avec Je vais dire Maxime des Martin. bêtises. Mais en D'accord. tout cas, ce que moi je sens et ce que j'avais observé, c'est que sur de l'endurance, sur des relais, bah, il tient pas le pavé. Alors, c'est facile quand tu le compares effectivement à Maxime Martin ou Raffaele Marcello, quoi. Mais en fait, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais pilote, je suis juste en train de dire qu'il est pas là où il devrait être. Il Oui, devrait être en tout cas c'est effectivement tôt. En tout cas c'est tôt. ouais. Et par contre, aux 24 heures du Mans, malheureusement, il y a eu la sortie d'Amad Alarti sur la BMW où Valentino Rossi était engagé.
Mais C'est vrai. il est parfaitement dans son élément, puisque au 24 heures du Mans, dans la catégorie LMGT3, tu n'as pas d'équipage 100% pro. Tu peux pas avoir 3 Platinum, tu peux pas avoir des équipages de la trempe de ce qu'on a au 24 heures de Spa. Donc pour moi, au 24 heures du Mans, Valentino Rossi, il est parfaitement dans son rôle. Et j'espère et je souhaite qu'il gagne les 24 heures du Mans en GT3. Mais j'ai peur que chez BMW et ou dans son entourage, ils en fassent trop et qu'ils veuillent le faire passer en hypercar. Et il fera rien, je vous l'annonce. Enfin, en hypercar, il gagnera pas le Mans. Ah Chez bah BMW, s'il va en ça marchera hypercar, pas. c'est chaud. Je pense qu'il a Ah ouais. beaucoup plus de chances. Il y a 2 choses qui sont sûres dans la vie. Valentino Rossi a beaucoup plus de chances de gagner en GT3 au 24 heures du Mans que au général. Et Sofia Flörsch a beaucoup plus de chances de gagner des courses en endurance qu'en monoplace. Ah C'est oui, les 2 seules choses dont je suis sûr aujourd'hui. ça, c'est une certitude. Je le confirme également. La pauvre Sophia Flörsch qui est mise en avant hein, par la réalisation autant que possible. Mais alors là, franchement, elle a fait, pour nous en tout cas qui sommes membres de cet endurance club comme vous, une erreur de partir de l'endurance. Hein. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais, voilà, Bon, mais je dis ça parce qu'elle est souvent mise. Elle est très populaire et bien sûr. je l'avais écrit aussi. Mais Elle est en en monoplace et plus, elle fait une saison anonyme, quoi. Donc bon, c'est non, mais dommage. ça c'est évident. Mais c'est surtout que pas une mauvaise pilote du tout. C'est Ah ça ben non, qui est fou. bah oui. Je veux dire, je sais pas pourquoi elle va s'enfermer là-dedans. Bon bref, mais en tout cas, j'avais eu des retours d'ingénieurs qui me disaient qu'elle était vraiment, vraiment très, très solide sur des relais où elle était très constante, etc. Voilà, c'est aussi ça l'endurance et c'est aussi ce qu'on aime. Et puis, non, vas-y, juste pour terminer sur elle. Et puis en Ouais, plus, une meuf qui a du caractère et bien qui sûr. s'est émancipée aussi du projet 100% féminin qu'il y avait chez Richard Mille à l'époque, Aussi, tout où elle à était fait. associée à Lilou Wadou notamment. De mémoire, hein, non, elle était plus avec, non, elle était pas Ouais, avec Lilou, je sais plus. elle Si. était, non, elle était pas, elle était avec Non, Tatiana Calderon et Bates Kevisser. voilà, pardon. Où elle a su s'émanciper de ça. Et elle sait ce qu'elle veut. Donc en plus, il y a vraiment il y a une belle carrière à tracer, à faire. Mais bon, voilà, bref, les choix de carrière après sont pas forcément toujours avec le sportif en premier. Alors il y en a un qui a fait un bon choix de carrière, je trouve, en tout cas, et qui passe les points de passage très très rapidement. C'est un certain Julien Lower. Et ben encore, il a été incroyable, notamment avec une manœuvre. 4 de front, on connaissait Ouais, 3 de front ouais. avec Hakkinen, Schumacher et avec Zonta au milieu, la tranche de Ouais. jambon. Ah là, je sais pas ce que c'est un Big Mac double sandwich, double double steak, je sais pas. En tout cas, Julien Lower, 4 de front et il a passé 3 voitures parce qu'il est bien ressorti de la source et il a passé le raidillon comme il sait le faire. Enfin voilà, ça c'est un pilote de qualité, c'est un pilote d'endurance, c'est un pilote incroyable. Il est capable de faire des super Ah ouais. dépassements et voilà, je voulais le mettre en avant parce que Ah mais Julien, il carrément. n'a pas forcément terminé comme il aurait souhaité, j'allais dire. Déjà au Mans en plus, ça a été compliqué. Là, il termine 9ème avec la Porsche de chez Rutronic Racing et première voiture qui est à plus d'un tour. La 92 et la 96, les Porsche étaient vraiment très en vue. Il y a Muller aussi qui était Oui, longtemps devant et Sven. qui faisait du bon boulot. Non mais vraiment, ouais, chez Porsche, bah, bon, tu sentais qu'au niveau rythme, ouais, au niveau rythme, il y avait les Ferrari, il y avait la BM, Aston Martin. Je crois que c'est Niki Team qui dit que de toute façon, ils avaient la troisième voiture, potentiellement la troisième voiture en termes de rythme, c'est-à-dire derrière Ferrari et BM. Je pense que c'est ça qu'ils voulaient faire comme classement. Ouais. Les Porsche n'étaient pas forcément les meilleurs non plus en termes de rythme, mais encore une fois, quand elles sont bien emmenées, Julien Loher, il sait plutôt bien emmener les Porsche. Oui, je Quand elles crois. sont bien emmenées, ouais, ça va, hein, t'as vu? Ça fait des belles choses, quoi. C'est incroyable. Vraiment, ouais, non, belle course encore de sa part. On parlait des BMW qui étaient un petit peu en manque de réussite. Bon, ben, chez Porsche, c'est pareil, hein, parce que cette 92 avec Jaminet, Makoviecki, Campbell, punaise, quel équipage. Ça aurait pu faire top 5, ça, mais il y a eu pénalité, comme pour la BM, avec Mm. un temps de conduite qui a été, alors, pour le coup, dépassé, et donc une pénalité. Mais elles étaient là quand même, hein, ces Porsche, ça aurait pu fonctionner, en plus, vu la météo. Et finalement, c'est Ferrari qui s'est Ah là là. illustré. Parlons-en Allez. de Ferrari, parce que cette équipe, et encore, avec des pilotes qui sont présents partout sur toutes les courses d'endurance, je trouve ça quand même hallucinant. Ouais. Pierre Ouais. Guidi, il a gagné les 24 heures du Mans. Il était 2023. là Ouais. présent, c'était en 2023 évidemment, mais il Ouais. a quand même cette carte-là, il a gagné les 24 heures de Spa. Enfin, c'est un super pilote. Et là, eh ben, avec Rovera et Rigon, ils se sont fait pourtant pousser plusieurs fois parce qu'il y a pas mal de pénalités Ouais. pour avoir poussé la 51. Et ben cette Ferrari, elle était en tête à quoi? Un petit peu plus d'une heure de l'arrivée, Mm. 12 secondes d'avance. Et là, Mm. 15h42, l'heure du drame, arrêt au stand. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe qu'il y a une Lamborghini qui bloque l'accès au stand, l'entrée de la pit lane qui est Non, mais bah, c'est à pas Spa possible. Francorchamps, si vous avez l'occasion d'y aller, de voir physiquement,
c'est assez déroutant parce que l'entrée de la pit lane, qui est délimitée par 2 murets, Oui, elle lèche vraiment le ravin. Enfin, à droite, en tout cas, il y a une chute vertigineuse, quoi. C'est vraiment, on a fait une route ici, on pouvait pas faire plus loin. ouais, Et c'est ça. l'entrée des stands après, et ben la Lamborghini se retrouve vraiment à l'entrée, elle est bloquée, et pire, elle est en train de se faire remorquer, dépanner Même pas au par une début. voiture. Non, pas au Au début, voilà, début, la ça, c'est... voiture, elle est stoppée, et c'était la Voilà, deuxième fois que ça lui arrivait, cette ouais, Lamborghini de chez problème GRT, donc la électronique, 19. voilà. Problème d'électronique, et du coup, il y a un truck qui arrive, les mecs, en plus, je pense qu'ils interviennent rapidement, hein. On n'a pas du coup, l'entièreté de la scène, mais les commissaires de Spa-Francorchamps, Ah bah oui. Oui, c'est mais pas ça comme... paraît une éternité, là. Ouais, oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas que les commissaires de Monaco des 24 heures du Mans. Je pense qu'à Spa-Francorchamps, ils font un boulot aussi qui est incroyable. D'autant qu'il y a souvent beaucoup de cartons et beaucoup de carbone à récupérer. Donc, je pense que l'intervention, en plus, on peut pas les charger en se disant ils auraient pu faire plus vite, ils auraient pu évacuer la Lamborghini avant. Le seul truc qu'on peut dire, évidemment, chez Ferrari, c'est ce qu'ils ont dit, et ils ont raison, c'est que l'information n'a pas circulé. À Ah aucun oui, moment, il y alors avait une ça. notice du genre entrée de la pit lane bloquée. Enfin, parce qu'il a dit, en fait, Pierre Guidi, Ouais, on avait encore un tour de marge. ouais, il a dit qu'il avait encore un tour de marge, donc c'était au niveau du temps de pilotage, encore une fois, c'était cette fameuse limite, ça aurait été chaud, mais c'était jouable. Et là, effectivement, ils perdent la course là-dessus. C'est fou parce Alors, que il s'était replacé pour la gagner cette course parce que ouais. finalement on aurait pu penser que c'est la pluie qui aurait pu décider de la victoire. En fait Ferrari s'est replacé en s'arrêtant avant ses rivales, donc la BM qui a 998 et l'Aston numéro 7. C'était les trois voitures globalement qui allaient Mhm. pouvoir dans les dernières minutes de course jouer le podium. En fait en étant repassés avant dans la voie des stands, mais ils se sont remis Mhm. dans la bonne fenêtre et donc ils sont passés devant, ils ont fait le fameux undercut et ils avaient une dizaine de secondes d'avance grâce à Pierre Guidi, hein. Enfin on va dire quand même que Ah oui. c'est vraiment un sacré pilote, lui, hein. Ils ont fait l'undercut et effectivement, il est passé sur les tours de sortie de ses rivaux qui étaient avec des pneus froids, enfin, en tout cas, moins Ouais. incisifs, donc il est passé. Pierre Guidi, c'est marrant parce que, alors, alors, on en revient sur on refait une autre digression, mais tu sais, sur le côté un peu les chapelles, quoi. Est-ce que t'es Ferrari, est-ce que t'es Porsche, est-ce que t'es... Alessandro Pierguidi, on est sur du pilote clivant. On va pas se mentir. Une partie de sa légende, notamment, s'est créée à Spa-Francorchamps, précisément, où il Bien fait un sûr. extérieur sur Maxime Martin sous la pluie. Enfin, excellent pilote, Alessandro Pierguidi, hein, on est vraiment... Qui a, Mais je qui crois, a offert d'ailleurs la victoire à ce moment-là à bien Ferrari sûr, quand il et je crois s'impose. que c'est dans l'épisode où on donne nos pronostics pour les 24 heures du Mans, où je me suis peut-être un poil emporté, où j'ai dit que potentiellement Pierguidi, ça pouvait être Maillon la faible. menace au sein même de Ferrari. Ouais, c'est-à-dire que c'est le gars qui peut avoir des accrochages et peut-être que entre Ferrari, il y aurait pu y avoir une guerre interne. Ça n'a pas eu lieu aux 24 heures du Mans, mais en tout cas, Pierre Guidi, très bon pilote et Ouais. aussi auteur de la fameuse poussette sur une Porsche en finale de WEC. Non, mais c'est vrai, À les gens, les Bahreïn. gens, les gens ont une mémoire en fait, et il y a beaucoup qui ont dit, bah voilà, c'est le karma. C'est un peu un retour de karma pour Pierre Guidi parce que avec toutes les conneries qu'il fait, il a poussé une Toyota il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines quand même aussi au Mans. Euh, C'est bon vrai. Il a voilà, poussé. Ah oui, c'est lui qui était au volant pour ouais, je pousser crois que c'est Archet. lui qui est C'est au vrai, t'as volant. Ouais. raison. Ouais, ouais. Donc moi je crois pas trop au karma, enfin si un peu, mais je sais pas, je sais pas si j'associe ça C'est flou. comme Ouais. ça. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que ce fait de course il est incroyable. Ça commençait déjà à dire, enfin je voyais sur les réseaux, les gens disaient ça va être compliqué, et même les commentateurs, les observateurs se dire ça va être compliqué d'aller chercher cette Ferrari. Ah bah clairement, quand tu as Pierre Guidi au volant, il connaît par cœur, enfin oui, ça allait être impossible même d'aller la chercher parce il creusait seconde par seconde son avance. Moi j'ai une Sauf ça, quoi. question. Est-ce que le temps perdu par la Ferrari et donc finalement par cette voie des stands un petit peu étriquée, mais ça c'est inhérent au circuit, est-ce qu'on aurait pu le défalquer de son temps de course? Ça aurait été une Non. polémique folle, mais on pourrait faire ça ou c'est impossible? Ah, pour moi non, c'est un fait de course. Il y en a d'autres, des faits de course comme ça qui peuvent arriver. Moi, j'ai des C'est souvenirs aux vrai. 24 heures du Mans, quand tu veux sortir des stands et que la voiture devant toi n'y parvient pas, tu es obligé de la contourner. Non, pour moi, ça fait partie des trucs. Ouais, d'accord. De la course. C'est juste que ça fait. Mais de toute façon, là, regarde, enfin, sauf si là on enregistre, peut-être que ça va changer dans la journée. On est le lundi juste après les 24 heures de Spa. Mais Ferrari ou AF Corse n'ont pas porté réclamation ou quoi que ce soit. Il y a pas. Non. Pour le Au coup, contraire là, d'ailleurs, du voilà, c'est fait pour qu'ils ça. aient porté réclamation aux 6 heures de Spa, on n'a toujours pas Ouais, ça sera jugé en septembre. Non, mais voilà, ils Exactement. ont porté réclamation parce qu'ils ont jugé que le final de la course n'était pas respectait pas le règlement et la philosophie du règlement. Mais là, Mais pour là, le cette coup, fois-ci, non. ils peuvent rien dire. Il s'est retrouvé bloqué. Ça aurait été une Attends, autre voiture, ça aurait été pareil, hein.
Non, mais alors ça aurait été notre voiture, d'accord, mais moi j'ai cru que t'allais me dire ce que je vais t'évoquer. Heureusement que c'était pas ni une BM ni une Aston qui était en difficulté, parce que là on aurait pu croire au complot. Ouais, c'est ça, les gens font vite Mais non, mais ouais, c'est marrant. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve ça dommage de la perdre comme ça. Encore une fois, hein, je suis pas pro Ferrari ou Porsche, vous avez compris, je pense, vous commencez à nous connaître si vous nous suivez. Moi, je suis plus fan de la course au sens global que Exact. d'un constructeur seul. J'avoue qu'en tout cas, la victoire qui se dessinait pour Ferrari était plutôt légitime et puis ça aurait été sympa aussi d'avoir Ferrari qui gagne aux 24 heures du Mans, qui gagne le Grand Prix de Monaco, ça c'est le petit clin d'œil Ouais. qui gagne les 24 heures de Spa, j'avoue qu'il y aurait eu un truc assez costaud quand même. Bon, finalement, non, c'est sur un fait de course que ça se décide. En tout cas, moi, ce que je remarque des résultats, c'est que oui, la Ferrari était là, oui, la BM était là, mais enfin, on a quand même les Aston, hein, qui sont Oui, bien pas si sûr. mal, hein, première et quatrième. Alors, on sait que c'est au fait de course, etc. Et puis Lamborghini, qui fait son meilleur résultat aux 24 heures. Alors, ils auraient peut-être pu prétendre à mieux, parce qu'ils ont eu un petit souci de refueling, je crois. Mais en tout cas, quelle belle édition pour Lamborghini. Enfin, les voitures italiennes se sont montrées, en tout cas. Mais vraiment, je suis bluffé, moi. Je pense que Lamborghini est en train de passer un step. Tu sais, ils sont en train de faire un peu leur révolution. Oui, Lamborghini, enfin, en fait, c'est une histoire longue, mais Lamborghini, ça fait à peu près 10 ans que le département Squadra Corse a été structuré, qu'il y a eu le rapprochement aussi. Enfin, non, c'est un peu plus. Non, c'était avant quand même, qu'est-ce que je raconte? Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, il y a vraiment des steps où on bosse avec Reiter Engineering pour développer des voitures de course, on structure un département Squadra Corse, on structure la compétition client, on avance avec des Huracan GT3, Evo 2, machin. On a un produit qu'on offre aux clients qui devient de plus en plus fiable, performant. On a toujours, ça fait partie de l'ADN de la marque, la coupe monomarque avec le Super Trofeo, qui est une, ouais. une des coupes monomarques historiques en GT. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont passé un step de performance. Tu vois, aux 24 heures du Nürburgring aussi, je voulais écrire un article, j'ai pas eu le temps, mais sur l'équipe Conrad Motorsport, je crois, qui roule maintenant en Lamborghini, sur le fait qu'il y avait potentiellement. C'était en tout cas la meilleure chance de victoire d'une Lamborghini aux 24 heures du Nürburgring depuis longtemps. Oui. Là, aux 24 heures de Spa, bah, clairement, Lamborghini, ils étaient dans le match. Aux Ah ben 24 heures du complet. Mans, aux 24 heures du Mans, Lamborghini était en hypercar et en GT3, et il va falloir compter sur eux dans les années à venir, c'est sûr. Ils ont passé un step, Ouais. parce que je pense qu'au niveau... je fais Et toujours un puis des lien bons avec ça. pilotes. Ouais, et puis je fais souvent un lien avec la production, peut-être que c'est chiant pour les gens, mais pour moi c'est hyper important. Lamborghini, ils vendent des Urus à tour de bras, alors certes c'est une voiture que je trouve personnellement dégueulasse, c'est un gros SUV moche, mais sa structure, un constructeur, c'est exactement la même révolution qu'a vécu Porsche avec le Cayenne il y a maintenant C'est vrai. 25 ans. Ça fait rentrer de l'argent dans les caisses, ça fait parler la marque, ça attire des clients, ça attire des VIP, et ça fait vivre une marque. Tu peux pas porter une marque à bout de bras et faire des voitures qui gagnent avec très peu de budget. Tu pouvais le faire peut-être dans les années 50, 60, 70, mais aujourd'hui c'est pas possible. Donc le fait que la production marche, je pense que ça bénéficie à Lamborghini course, tu vois. C'est vrai. Et à mon avis, ils vont gagner les 24 heures de Spa, ils vont gagner un jour peut-être le Nürburgring, Le Mans, franchement. Pour, Ouais, pour ouais. moi, aujourd'hui, il y a pas de course qui me paraissent impossibles à gagner pour Lamborghini dans les 10 ans qui viennent. Alors que, Non, je suis d'accord. alors que Peut-être avec les sur Iron les... Dames alors. Pourquoi pas? Ouais, bah franchement, ouais. Ah bah en GT3, ouais. Au général, je crois peut-être un peu moins. Non, En non, mais au hypercar, Mans. mais Au Mans. en GT3, ah mais carrément. Mais tu vois, sur les 10 dernières années, rarement je me suis dit une Lamborghini en position de gagner une des 3 épreuves majeures qu'on vient de citer. Ah bah c'est sûr, Daytona ils étaient bien en termes de rythme mais ça a abandonné assez rapidement donc ouais ça a toujours été comme ça mais bon bah, bravo en tout cas à eux c'était vraiment une belle course. Alors il y a un constructeur quand même qu'on n'a pas vraiment évoqué et pourtant si on s'intéresse aux catégories on se rend compte qu'il y a 3 victoires quand même pour cette marque, c'est Mercedes, victoire en Gold Cup avec le Almanar Racing by GetSpeed, victoire de la Mercedes en Silver Cup de la 3 de GetSpeed, victoire en Pro-Am de la Mercedes du CrowdStrike numéro 4 mais Mercedes, eh ben franchement pas de réussite. Pour la 2 que je voyais franchement en termes de rythme une des favorites hein, avec bah, cet équipage qu'on a l'habitude de retrouver aussi, hein, Stolz, Schiller et Jules Gounon. Bon, bah, casse de fusée je crois à l'avant pour cette voiture. Abandon pour la 48, abandon pour la numéro 130. Bon, c'est une édition très difficile pour Mercedes, hormis, je le disais, dans les catégories en fait. Après, ils en ont déjà gagné plusieurs, Mercedes, ça va, ils en ont déjà 5. Donc, Oui, eh non, ben mais là, 5, c'était d'ailleurs le chiffre de Ferrari, tu vois, ils sont passés à côté d'une cinquième victoire parce que en plus de leur succès évidemment en 2021 et en 2004, ils s'étaient aussi imposés avant qu'on fasse appel à ils des en ont 4, GT, pardon. si je dis pas de bêtises.
c'était en 49, je crois qu'ils se sont imposés en 53 également. Ouais, oui, je dis n'importe quoi, hein, ils en ont 4 Mercedes. Je disais 5, mais non, Mercedes? ils en ont 4. Oui, oui. Ah, comme Ferrari alors. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais j'ai bugué. Bah, tu vois, je voulais en rajouter une cette année. Non, ils en ont 4, mais La dernière, c'était en 2022. 2022, en tout cas. Voilà, Déjà c'est avec ça. Jules Gounon et avec Juncadella et Marcello. Ouais, victoire assez emblématique. Enfin, pour le coup, j'ai pas mal d'images de cette voiture et assez marquante. Là, il l'emporte pas. Par contre, ce que j'ai entendu, c'est que Mercedes a la volonté de donner une, euh, une héritière à cette SLS, cette Ah, AMG GT3 maintenant, c'est ça, hein, c'est AMG oui, GT3. Ouais. c'est ça. Avant, c'était la SLS AMG. Donc, ils ont toujours pas de plan pour arriver en hypercar. Je suis pas sûr qu'il faille en attendre un d'ailleurs. Non. Mais par contre, ils continuent parce que on est quand même aussi dans une période un peu où on sait pas trop. Audi, il y en avait beaucoup, des Audi, il y en avait beaucoup au départ, mais on sait qu'il y a plus de soutien de la marque. Mercedes, ils vont pas prendre le virage de l'hypercar, tout comme Ford apparemment non plus souhaite pas lancer un projet là-dedans pour l'instant. Mais ils ont la volonté de continuer. Le modèle compétition client chez Mercedes, il fonctionne. Et la preuve, tu vois, avec toutes les victoires de catégorie qu'on vient d'avoir là, Ah bah c'est je clair. pense que les gentlemen qui achètent une Mercedes, ils en ont pour leur argent. C'est un bon produit, on va dire. Hein. Moi, C'est plutôt une belle voiture. j'aimerais revoir Mercedes au Mans, hein, ça c'est sûr. Alors, j'en ai Ah parlé ouais. dans l'épisode Trajectoire avec Hervé Guillaumard, où il me rappelle évidemment l'histoire en 55, etc. Donc, c'est une histoire vraiment compliquée hein, de Mercedes au Mans. Et puis Mm. 99, bien sûr, avec Dumbrake qui s'envole, mais pas que. Donc, j'aimerais quand même, pas pour le symbole, mais que Mercedes vienne en Mm. GT3 au Mans, quoi. Ah ben j'aimerais bien, mais le symbole justement, c'est une histoire traumatique, Mercedes et les C'est 24 vrai. heures du Mans. Donc pour l'instant, en tout cas, il y a une volonté de continuer en GT, c'est plutôt une bonne chose. Et je pense qu'ils auraient tort de s'en priver parce que les Mercedes, enfin la AMG GT3, c'est quand même l'épouvantail, quoi. C'est la caisse qui gagne quasiment tout, ou qui a gagné. Je pense que sur tous les circuits du GT World, une Mercedes a gagné. Donc ils ont raison de Ouais, continuer cette implication, franchement. c'est vrai, t'as raison. Alors Audi, t'en as parlé, bon, on va l'évoquer rapidement, hein, il n'y a plus vraiment d'engagement officiel, mais c'est le Trésor Atamto qui gagne en Bronze Cup, cet équipage voilà, qui s'impose donc en bronze, qui termine 10e avec Max Hofer, avec Mukozov que je ne connais pas, Nezov et Dylan Pereira, le pilote luxembourgeois qui roule avec Audi, qui a souvent roulé avec Porsche, donc Ouais. voilà, belle victoire pour eux. Et puis je voulais, pour conclure, parce que je pensais qu'on allait faire 20 minutes, finalement on en est Mais quasiment à non. 1 heure, hein, comme d'habitude. Les 72 heures du mois de juin, alors, hein, moi j'ai tenu les petits calculs quand même et j'ai voulu savoir quel était le ou les pilotes qui avaient le mieux géré le Nürburgring, Le Mans et les 24 heures de Spa. Alors c'était bien parti pour Kevin Estre et pour Lorenz Vanthoor, hein, qui avait terminé deuxième au Nürb et quatrième en hypercar au Mans. Bon, bah abandon sur problème mécanique avec Patrick Pilet qui a évité le contact de part et d'autre de la piste. Il est parti en travers au raidillon, c'est toujours très très compliqué. Et bah finalement c'est Christopher Miss qui nous fait un bon résultat, vainqueur du Nürb avec la Ford, quatrième en Non, 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 LMGT3 il a avec pas cette gagné Ford. il a pas gagné avec une Ford au Nürburgring. Il a gagné Ah non sur une pardon, il a Audi. gagné que Audi. Ouais. On l'a refait. Oui, Attends, bah on reprend depuis le début. on leur fait, on coupe. Non, mais je veux dire, bon, il s'est mis en avant. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas gagné avec une Ford. Il a Donc fait victoire quatrième. avec Audi au Nürburgring. Vas-y. Quatrième avec une Ford au Mans, c'est Ouais, remarquable. Et là, il ouais. termine quand même, mine de rien. C'est pour ça que je suis assez surpris. 19e, bon, c'est pas génial, mais je pense que c'est lui qui, avec cette victoire au Nürb, est pas mal. Sinon, il y a Augusto Farfus, hein, qui fait 7e au Nürb, 2e au Mans, et on l'a dit 6e à Spa parce qu'il y a eu un arrêt au stand dernière minute. Sinon, je pense que c'était Augusto Farfus qui faisait le meilleur Ouais. résultat d'ensemble pour un pilote. Et attention, Dries Vanthoor a terminé une course de 24 heures, mesdames et messieurs. Troisième place. Et il a même eu un trophée pour être le meilleur pilote belge de Non. l'épreuve. Ils ont Ah inauguré un oui. trophée pour cette édition. Ouais. Je me Ouais, souviens c'est plus, c'est bien quoi? qu'il C'est en la Coupe finisse du une. Roi? C'est quoi? Je me souviens plus de ça. Oh, alors là, j'ai pas le. Ah Je sais mince, pas. je voulais pas te piéger, je voulais pas te piéger. Attends, on Mais c'est refait. bien en tout cas qu'il. Non, mais t'inquiète, je rebondis tel un chat. C'est bien qu'il finisse une course de 24 heures. Je pense que pour la confiance, on l'a déjà dit, hein, c'est quand même un excellent pilote qui a pas un début d'année facile. J'en avais déjà parlé entre Bathurst où son équipier plante la caisse, le Nürburgring son équipier plante la caisse. Au Mans, il a planté la caisse plusieurs fois et un Polonais l'a aidé. Et là, bon, au moins il finit une course. Je pense que c'est bien pour la confiance. Après, bah malheureusement, les 3 grandes épreuves d'endurance de l'année, elles sont passées. Donc là, Oui. le calendrier, il est un peu moins. Nous, on a l'arrêt Endurance Club. Hein. De toute façon, c'est le dernier Ah numéro. bah Là. nous on est là, hein. Attends, il y a le Il y a LNS qui plein. arrive et tout, on Ah va y ouais, revenir pardon. dans quelques instants, Non, hein. mais ce que je veux dire, c'est que pour un pilote de sa trempe, le gros du calendrier est quand même passé, quoi.
Mais bon, il y a du boulot à faire avec BMW en hypercar, il y a toujours son rôle de pilote chez BMW en GT, il y a encore des courses à aller chercher, et je Bien pense sûr. que c'est bien pour lui d'avoir, ça y est, d'avoir au moins une course sur laquelle il peut capitaliser et se dire j'ai fini, on a en plus bonne position à l'arrivée, enfin voilà, c'est bien. Ouais, non, c'est sympa. C'est le trophée Paul Frère qu'il a remporté à Dries Vanthoor. C'est le Ah, premier podium d'ailleurs de l'équipe WRT de Vincent Voss avec BM. Donc oui, ça, c'est pas mal aussi. Et la Coupe du Roi, j'en parlais. Bah, en fait, c'est Mercedes qui la remporte, cette Coupe du Roi, parce que c'est le meilleur constructeur au classement global au vu des classes. Bon, bah évidemment, s'ils se sont imposés dans 3 des 5 catégories, c'est pas si mal pour Mercedes. Bon, ils auraient préféré, je pense, s'imposer au général. Et puis, juste avant de parler peut-être d'Augusto Farfus, je crois que tu m'as dit que tu avais une anecdote sur lui. C'est la deuxième fois de l'ère GT, donc depuis 2011, qu'une équipe s'impose. Alors ça c'est une anecdote, hein, mais dans le stand endurance, tu vois, le stand qui est mal placé entre guillemets, qui est dans la descente. Bon, c'est comme To You Racing, ça veut surtout dire, c'est pas juste pour vous donner l'info, ça veut surtout dire que ce sont pas les équipes normalement qui sont les favorites entre guillemets, qui se retrouvent dans cette position-là, dans ce stand endurance, les anciens stands quoi. c'est vrai. Ouais, bah, écoute, c'est une Tu vois? anecdote, oui, pourquoi pas, C'est plus pour ça, c'est si plus ça, si dans ce ça te plaît sens-là que je comme dis. anecdote, écoute, très bien. Oui. Ah bah attends, il y a une autre anecdote. Moi, je suis très anecdote ce matin pour conclure avant de passer à C'est quoi ton actu. Avec Augusto Farfus, tu m'as dit. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Augusto? Ah, moi, mon anecdote que j'ai? Alors non, en fait, c'est que c'était, j'avais eu une longue conversation avec Andy Prio Ouais. et Très sympa d'ailleurs, hein. ouais, pilote BMW à l'époque, et il me disait que, en fait, je sais plus pourquoi on était amené à parler de. Alors, pour vous remettre le contexte, on est sur du 2014, je pense, Ouais. à l'époque où il roulait en Z4 GT3, enfin GTLM aux États-Unis, IMSA. Et donc, Andy Prio, je sais plus pourquoi, j'en arrive à parler sur le fait que est-ce que lui, quand il est dans la voiture et qu'il se bat contre les autres, en tourisme, c'est assez facile de savoir contre qui tu te bats, parce qu'il a été plusieurs fois champion en tourisme, en ETCC, etc., WTCC. C'est assez facile de savoir contre qui tu te bats, puisqu'il y a un pilote dans la voiture. Donc de toute façon, c'est pas partagé comme en endurance. Et je lui disais, en endurance, est-ce que tu es le genre de gars à demander des infos sur qui est dans la voiture devant toi, si tu te bats contre une Corvette, contre une BM, contre je sais pas qui, pour savoir à quoi t'attendre, et il me dit, ouais, j'aime bien savoir. Il dit, il y a plusieurs pilotes où, sans demander, je sais qui est dans la voiture devant. Et je dis, ok. Il me dit, qui? Et il me dit, Farfus. Il me dit, quand il y a Augusto dans la voiture, je sais que c'est lui. Il dit, sur les trajectoires, sur la manière de piloter, d'être parfois, enfin, assez doux, et en même temps, il lâche pas un dixième. En fait, le gars, c'est un métronome, quoi. Et il dit, Waouh. ça m'est déjà arrivé de le suivre, et l'équipe me dit, bah, devant, parce qu'ils étaient tous les deux chez BMW. Il me dit, ça m'est déjà arrivé de le suivre, et l'équipe me dit, devant, c'est Augusto. Il fait, oui, oui, je sais. Oui. Ça se voit. Pas J'avais la peine de repéré. me le dire. Ah, Et mais toi, ça explique donc. Non, mais c'est vrai parce que c'est lui finalement. Je disais Christopher Miss avec sa victoire au Nurb, avec Audi, tout le monde le sait évidemment, que que c'était un bon résultat d'ensemble. Mais c'est vrai que Farfus, il est ultra constant quand même, hein. Franchement, septième, deuxième, sixième, c'est solide. Ah ouais, donc ça confirme ce que tu dis. D'accord, ouais, intéressant. un quarantenaire qui a un bon coup de volant. Et toi, t'as une anecdote aussi sur Augusto Farfus. Ah oui, ah, bah, moi c'est beaucoup plus récent. Je Moi t'affiche un c'était petit peu, tu vois. J'aime bien c'est- t'afficher comme ça. Ah oui, là, c'était à la parade. Ah bah maintenant, je vais l'appeler Antonio. Parce qu'en fait, j'étais un peu fatigué, on va le dire, voilà, et j'avais couru un peu partout pour pouvoir animer cette parade, parce que j'ai la chance depuis maintenant 3 4 ans, je sais plus, de pouvoir faire des interviews dans les voitures. Oui, je fais des interviews dans les voitures. Bon, c'est les voitures de la parade. C'est déjà pas mal pendant les 24 heures du Mans. Et donc, en fait, je vais voir quasi tout le monde. D'ailleurs, il y a des pilotes qui me disent, mais attends, mais pourquoi tu viens me voir moi parce que je suis pas français, je suis pas dans une voiture de pointe et tout. Je dis, mais moi je m'en fiche, moi je veux voir les pilotes, je veux participer à la parade, tu vois. Et donc je venais de faire Valentino Rossi et je venais de taper un sprint, je sais plus pourquoi, et je vois Farfus. Et je ne sais pas pourquoi, je connais Augusto Farfus évidemment. Je dis alors Antonio, comment ça se passe? Et il dit Augusto. Bon, Bon, voilà. alors je suis passé un peu pour un gland, hein, je vous le dis, mais mais Et bon, ça va, il est moi, sympa. si tu veux terminer sur une anecdote, moi, à la parade, il y a 10 ans, à peu près. Ouais, 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 putain, ça va faire peut-être un peu moins de 10 ans, je sais plus. on est âgé. Il y avait comme le Dogar qui faisait le. C'était il y a moins de... Non, c'était il y a moins de 10 ans. Allez, je raconte des bêtises. Ça doit être 2018. Attends, j'essaie de retrouver vite fait dans ma tête comme ça. Alors, on va dire 18. Comme le Dogar Ouais. faisait le Mans. Et je sais pas pourquoi, dans ma C'était tête, avec la alors, voiture vert jaune rose. fluo, non, c'est pas ça? Ah ouais, un truc de chez. Ouais, je sais plus. C'était En 2018, je crois. P2. En P2, ouais.
Et je sais pas pourquoi dans ma tête, là tu vas me dire, cette anecdote, tu vas pas comprendre même. Je sais pas pourquoi, mais comme le Dogar, je l'ai associé dans ma tête. Pour moi, c'était Dimitri Angelbert. Ah oui, d'accord. Et je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était Dimitri Angelbert. Ok, pareil, un Qui ne pilote. se ressemblent pas du tout. Hein, on peut le dire, ils sont pas du aucun tout. lien. Mais du coup, pour moi, c'était Dimitri Angelbert et je voulais lui poser des questions sur son épopée en British GT et en GT World Ouais. quand il pilotait des Morgan Aero 8. Donc tu vois, j'ai Mais oui. vraiment, enfin, à l'opposé de Comme le Dogar, quoi. Et donc j'y suis allé et je lui ai dit salut Dimitri, tu vas bien? Il me serre la main, très poli comme le Dogar, hein. Ouais. Très bonne famille, très bien éduqué. Il me serre la main, il me dit salut. Je dis ouais voilà, je voudrais te poser des questions enfin, je lui sors tout quoi. Je lui sors tout, je lui dis que j'aimerais bien savoir comment ils avaient développé la Morgane, notamment parce qu'il y avait Jacques Lafitte aussi dans l'équipe, enfin ça m'intéresserait d'en savoir plus. Et il me dit ok, il dit bah si tu veux je pourrais répondre mais en fait je suis pas, m'appelle pas Dimitri et j'ai jamais conduit la caisse et je dois y aller parce que c'est la parade. Mais il me dit mais avec plaisir. Voilà, c'était mon premier souvenir avec le Dogar. C'est génial, franchement. Mais il est tellement sympa. Mais je pense que tu l'as Ouais, confondu depuis parce je qu'il me roulait suis en rattrapé, Ligier. ça va. Oui, Il voilà. roulait en Ligier JSP 217 et comme Dimitri Angelbert justement aussi avait roulé avec IDEC et avec Ligier, Ouais. donc Bah je pense après que je c'est me suis ça. rattrapé et maintenant c'est bon, la dernière fois qu'on s'est vu, je lui ai pas parlé de la Morgane, mais je lui ai rappelé le truc et il s'en souvenait pas. Et je suis bon, ça va, c'est bon. Bon, ça va. Ah bah moi j'ai fait la même et après on termine avec les anecdotes, mais je suis allé voir Stéphane Muque, je l'appelle Peter. Parce que je l'ai confondu avec Peter Peter Cox. Dumbrek Ah, Peter non, Devray. en 2013 quand ils étaient chez Aston. Ou je sais plus où c'est l'inverse, c'était Peter Dumbrek et je vais l'appeler Stéphane. Enfin je sais plus, va, mais bon en tout Ah cas putain, ils m'en ont pas tenu rigueur. très beau, très beau. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ah, ça arrive, voilà, c'est la fatigue. Tu sais que j'avais oublié qu'il avait roulé en LMP2 comme le Dogar. Donc là, ça va me faire des billes pour un prochain épisode éventuel de trajectoire quand je vais aller le voir. Tu demandes, tu vois, je te donne des infos comme ça. Voilà, parfait, parfait. Oh, Dimitri Angelbert aussi, on va aller le voir. Bon, en tout cas, c'est quoi ton actu? Parce que on est bavard ce matin et c'est très bien. L'instant promotion, justement, où on va parler de nos petits projets qui arrivent parce que voilà, l'été va s'installer et on a des projets. Eh ben ouais, justement, je pense que je vais bosser là-dessus cette semaine et la semaine qui vient. On va vous faire des épisodes un peu historiques. On va essayer de présenter des modèles de voitures un peu marquants. Alors, on avait défini une liste, je l'ai plus en tête, mais en tout cas, je vais Ouais, moi je avancer l'ai là-dessus. encore, mais on va pas vous le dire. Mais ce sont Voilà. des voitures marquantes, que ce soit en GT d'ailleurs, en proto. Enfin, on réserve pas mal de choses. J'espère que ça va vous plaire parce que on fait partie de ce club d'endurance. Voilà, ça sera des épisodes un petit peu hors du temps, j'allais dire, ou en tout cas Oui, oui, oui. intemporels. Si, intemporel ou. Et puis je vais essayer. Enfin non, je prends pas d'engagement que je ne pourrais pas tenir. On bosse dessus. Voilà, moi je bosse là-dessus. Bon, d'accord. C'est mon truc. Et toi alors? Après, tu continues de faire pas mal d'articles aussi en dehors, évidemment. Et puis moi, bah, le podcast Trajectoire, j'ai encore des interviews, etc. Mais j'ai eu tellement de choses à faire que du coup, j'ai pris un peu de retard. Donc, il y a eu des petites pauses qui n'ont pas été forcément voulues. Mais l'épisode sur Hervé Guillaumard est sorti. L'épisode sur Loïc Depailler va bientôt sortir. Voilà, je pense qu'il sera peut-être déjà même sorti au moment où cet épisode sera en ligne. Bon, bref, en tout cas, soyez encore au rendez-vous et je vous remercie de suivre ce podcast Trajectoire où je retrace le parcours de personnalité du sport. Et puis, eh ben, il y a le LMS à Imola dès le week-end qui va arriver. Là, on se prépare à aller en Émilie-Romagne et on fera d'ailleurs un petit débrief de Bah, l'ELMS. carrément. Donc, ça va être sympa. C'est la reprise, j'allais dire. Il y a des équipes qui sont allées aux 24 heures du Mans en LMP2 qui font partie de l'ELMS et qui ont d'ailleurs bien performé. Et donc, bah là, Imola. Alors, il y aura que le LMS. Il n'y aura pas de Michelin Le Mans Cup. Il n'y aura pas de Ligier European Series parce qu'on sait qu'il y a eu le Road to Le Mans et la Ligier a également roulé sur le grand tracé. Donc voilà, week-end un petit peu plus calme de mon côté, mais on aura quand même les 4 heures d'Imola, on aura quand même la qualif, et puis on aura aussi, mais ça c'est pour les gens qui seront sur place, je crois pas que ce soit diffusé, mais peut-être, je sais plus, si c'est peut-être diffusé, le Pit Stop Challenge. Ça c'est pas mal, ça Oh revient là. justement. Et voilà, et je vais avoir l'occasion de faire le Pit Stop Challenge à Imola en Italie. Voilà. Eh ben écoute, tu J'aime bien. profite bien de cette petite balade italienne. Mais tu rigoles, mais tu sais, je suis allé dans les stands à Barcelone parce que j'aime bien faire un petit tour des stands après. Tu vois, je vais pas voir que les pilotes ou les ingénieurs ou les team managers, je vais voir aussi les mécaniciens et je suis passionné par tout ce qui est fait de l'endurance. Et certains mécanos m'ont reconnu. Alors je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Et c'était pas des Français en plus. Et il me reconnaît et il me dit, mais quand est-ce que tu refais le Pit Stop Challenge? C'était vachement bien en Espagne l'année dernière. Je suis tombé de ma chaise, j'étais pas assis, mais quand même, j'aurais pu tomber de ma chaise si j'avais été assis. C'était à Barcelone, ouverture de la saison. Le gars me reparle, super adorable, quoi. Je sais plus quelle équipe il était. Et il me reparle du Pit Stop Challenge. Donc voilà, il y aura bien un Pit Stop Challenge à Imola ce week-end. Eh ben écoute, tu m'envoies ravi. Je suis pas sûr de prendre le temps de regarder ça, mais Bon, ok. d'accord.
Mais en tout cas, non, mais je suis content d'en parler parce que je suis content de mettre en avant les mécaniciens aussi. Ouais. Et voilà, on met en avant les commissaires souvent, on met en avant aussi les pilotes, les team managers. Mais voilà, c'est super intéressant d'avoir aussi ces mécaniciens qui ont vraiment cette envie de bien faire. Au 24 heures du Mans, ça existe depuis longtemps, un Speed Shop Challenge. Et ben, justement, en ELMS, on essaye au moins une fois dans l'année de faire un tel type de concours pour les mettre en avant, justement. Donc voilà, j'étais plutôt content. Bon, bref, en tout cas, c'était une belle émission. Je sais pas si cet épisode de podcast n'est pas le plus long de ce qu'on a fait, mais en tout cas, les 24 heures de Spa, ça a Ouais, été une belle édition bien arrosée, édition du centenaire. Ça méritait, voilà, c'est une édition du centenaire, ça méritait de faire plus d'une heure. Merci beaucoup, Geoffroy, en tout cas, c'était un plaisir. Eh ben, merci Anthony, et merci à vous de nous avoir suivis, et puis je te laisse conclure effectivement et Bien sûr. annoncer la suite. Ah bah la suite, elle est connue évidemment. Si vous voulez faire partie du club, de cet Endurance Club, eh bien toutes les semaines, vous savez où nous trouver sur Endurance Mag, sur YouTube même d'ailleurs, je crois aussi, sur les différentes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles, on aime bien. 5, pas moins. Voilà, tout simplement. Et on va continuer de vous donner donc justement des infos, des chiffres, etc. pour mieux connaître ce monde de l'endurance justement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des 4 heures de LMS, 4 heures d'Imola. Donc pour cette reprise de l'Européenne Le Mans Series, et ça sera avec grand plaisir évidemment qu'on vous y retrouvera. N'hésitez pas à donner la bonne parole, à partager cet épisode et à partager ce podcast parce que toutes les semaines avec Geoffroy, eh bien on revient sur le monde de l'endurance. Salut à tous et bonne semaine.